Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. Le premier bloc. C'est sur OK la radio. OK. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le premier bloc sur OK la radio. Premier bloc numéro 167. Bonsoir Laurent Perroton. Bonsoir Christian Ponty. Salut les gars. Bonsoir messieurs. Alors, on a le nez en plein de la National League. Il y a des matchs tous les jours cette semaine. On en a déjà beaucoup parlé dans le journal du hockey avec Laurent Perroton. Et on a eu un match très intéressant, enfin 2 matchs intéressants hier. On en a encore aujourd'hui qui ne vont pas manquer de piquant. On pense surtout à ce match entre Fribourg et Lausanne, évidemment, puisque c'est la 2e place qui est en jeu. Les 2 équipes qui sont à égalité de points et Fribourg-Gotteron qui est actuellement 3e parce que il lui a manqué un but à Fribourg-Gotteron pour passer de Lausanne à la différence de but. On va en parler évidemment d'ici quelques instants. Nous aurons également nos rubriques et puis nous parlerons un tout petit peu de NHL avec les rondelles tout en fin d'émission. Alors messieurs, on va commencer avec notre numéro fétiche, le numéro de l'émission. Émission 167 égale numéro 67. Quel est le maillot que vous nous avez ressorti aujourd'hui, Laurent Perroton? Alors moi j'en ai 4. 2 en National League et deux qu'on joue en National League et en NHL. Donc j'ai Michael Frolik, 858 matchs NHL, 384 points. Et lui, il a beaucoup voyagé. Hein. Il a joué dans 14 clubs différents, mais en NHL, il a joué à Florida, Chicago, Winnipeg, Calgary, Buffalo, Montréal. Et il a donc 3 championnats du monde, 2 JO. Il a gagné la Stanley en 12-13. Il avait été recruté par Petros Boveda lors de la saison 21-22 au Lausanne Hockey Club. Et il a fait une carrière qui a duré quand même pas mal d'années. Ensuite, j'ai Lunis Omark, 79 matchs en NHL, 32 points. Je pensais que c'était un peu plus. Vous voyez, comme quoi, quand on regarde les numéros et puis on regarde un peu le parcours, on s'attend des fois à des choses un peu plus importantes. 401 matchs de KHL, 333 points. 164 matchs de National League, 197 points. 336 matchs de CHL en Suède, 241 points. Il a joué 2 Spengler, il l'a gagné avec Jokerit en 2014. Un JO, 4 championnats du monde, champion du monde en 2017, champion suisse en 23 avec Genève et champion d'Europe en 2025 avec Luleå. Il a fini cette saison, il a commencé la saison avec Lugano et il a fini très fort sa carrière finalement avec un titre de champion suisse, un titre de champion d'Europe. Et ensuite, j'ai William Edlund 2002 qui joue en Brip Kyoto et Nathan Vuardou qu'on a eu, qui est passé un petit peu par la formation lausannoise, qu'on a eu en My Hockey League, etc. Au Lausanne Hockey Club, défenseur qui est arrivé cette année de Rapperswil. Voici mes 4 joueurs. Christophe, il vous en a laissé quelques-uns. Il m'en a laissé un gros, c'est déjà pas mal. Oui, c'est ça. Je savais. Il m'a laissé un gars qui s'appelle Maximus Pacioretty. C'est son vrai nom, en fait, c'est Max Pacioretty. Ouais. Grand joueur de Canadien de Montréal, notamment. Il a joué dans plusieurs équipes. Il a joué au Canadien, à Vegas, à Carolina, à Washington. Et puis, il a fini à Toronto. Mais ce qui est assez intéressant avec lui, c'est que, en fait, bon, déjà, il a une grand-mère qui était francophone et il a été Canadien, avec les Canadiens de Montréal et il parlait français. Et ça, ils adorent. Donc, il a un peu marqué son époque, même s'il n'a pas eu de grand titre avec eux. Par contre, c'est un gars qui a pas mal bougé, qui a eu son jeu. D'ailleurs, il a fait une apparition en 2013 pour 5 matchs avec Ombry pendant le lockout. Exact. Donc, il avait le bon nom de famille. Hein, Pacioretty, ça là-bas. Et puis, ce qu'il y a de rigolo, alors, il a fini sa carrière à Toronto. Alors, moi, j'aime bien, des fois, il y a des trucs comme avec les chiffres. Je sais pas si vous savez de quelle année date la dernière Coupe Stanley gagnée par Toronto. Ouf, dans les années 70, 60 80. 67. Ouais. Ah ouais, tu vois. Et vous savez quoi? Max Pacioretty, il a fini sa carrière à Toronto avec le numéro 67. Exact. Et c'est quand même assez rigolo. Et d'ailleurs, le phénomène marrant, c'est que il y a un phénomène à Toronto quand l'équipe joue mal. Les supporters, ils se mettent à gueuler 67 parce qu'ils sont nostalgiques. Enfin, c'est juste pour dire. Mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est assez bon. Hein. Ouais, mais en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il a fini sa carrière là-bas avec un numéro qu'il a toujours eu. Et en fait, c'est pas un coup marketing comme par exemple avec le cas d'Emidov qui a pris le 93, qui correspond à la dernière année, ils ont gagné la Stanley. Lui, il avait vraiment le 67, il a fini sa carrière là-bas.
Donc voilà, je trouvais ça assez marrant, quoi. Et puis moi, je veux revenir sur un truc par rapport à Linus Omark. Et d'ailleurs, ça serait bien qu'une fois on fasse le truc. Alors, effectivement, Linus Omark, il a que 77 matchs en NHL. Une des raisons, 79. 79. Une des raisons pour laquelle il en a aussi peu, c'est que le premier match qu'il a joué avec Edmonton, il a fait son fameux spinorama. Ça veut dire que quand je dis un spinorama, donc, non, mais le contexte, il est fabuleux. Et là, Philippe, il faudrait qu'on essaie de mettre le lien en bas de l'émission. Parce qu'il a, bon, il s'est fait remarquer, notamment pour son côté artistique et ses penalties. Mais, donc, et moi, j'ai retrouvé le truc en condition du direct. Donc, c'est lui qui a mis le winning goal contre Tampa Bay. Mais, en fait, il s'élance sur son dernier penalty, sur le dernier penalty. Et en fait, il fait un spinorama, il tourne sur lui-même, mais façon patinage artistique. Enfin, c'est vraiment très spécial. Hein. Et en fait, le gardien, il comprend rien. Et en fait, il arrive devant lui, il tire entre les jambes, rater, machin. La foule, en délire, manque de pas pour lui. Son entraîneur, il a pas du tout aimé. Il l'a pris pour un artiste. Il a dit, gars, voilà. Non, mais mais on se souvient des pénaltys de Omar. Ils ont toujours quelque chose d'un peu spécial. Alors, il a demandé à Martin Gerber. J'y viens. C'est ça. Non, c'est pas Martin Gerber. C'est Burer. C'est Burer avec l'équipe de Marco Burer. Marco Burer. C'est Marco Burer. C'est ça, avec sa grille particulière. Là. Exactement. Et en fait, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'évidemment, il a marqué les gens, mais effectivement, Burer, il s'en souvient encore parce qu'en fait, il va tellement lentement qu'il comprend pas ce qui se passe. Il l'attire et d'un coup, il voit une cloche lui passer au-dessus de la tête. Mais c'est en termes de toucher. Et là, on va parler techniquement. C'est vraiment très difficile à réaliser. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment du toucher. Et en fait, pour pouvoir doser et en même temps aller dans le bon timing et dans. Il a fait une louche en fait, papillon. Et assez proche du gardien, il y a très peu de joueurs qui peuvent réaliser ce geste. Et je vais résumer une phrase qui dit tout. Et c'est ce que Noah disait. C'est Linus. C'est Linus. et d'ailleurs, l'histoire du portable, enfin, voilà, bref. Et puis, il y a encore un dernier truc que j'ai trouvé assez marrant. L'histoire du portable, c'est quand même, rapidement pour rappeler aux gens, hein, il va aux toilettes à une période, il est sur son téléphone, il met le téléphone pour pas que le coach le voit dans sa cuissette, et d'un coup, il est en train de jouer, il y a le juge de ligne qui ramasse son portable le long du banc parce qu'il avait reçu sans doute un SMS ou un appel qui avait dû faire vibrer. Mais c'est drôle parce que tombé la cuissette, mais ouais, c'est extraordinaire. Mais c'est Linus. Mais d'ailleurs, il y a un joueur russe qui l'a imité. Et puis, j'en ai trouvé une dernière assez marrante. Je sais pas si vous savez qu'il y a une équipe qui s'appelle les 67 d'Ottawa. Bah oui. Et en fait, club de AHL ou je ne sais plus. Non, pas du tout. Non. En fait, formateur à l'époque. Ils sont dans la Ligue de l'Ontario. C'est l'équivalent de la Ligue junior majeure. Voilà, c'est ça. Mais qui a été fondée en 1967. Et pour les 100 ans de la Confédération canadienne, et en fait, ça s'appelle les 67 d'Ottawa. Donc, il y a une équipe qui porte le numéro 67. Voilà. Exact. Bon, pardon. Eh ben, messieurs, merci pour ces numéros. On va immédiatement enchaîner avec casque d'or et casque de plomb. Qui a envie de commencer aujourd'hui? Qui se sent en forme? Paraît-il que je suis provocateur. J'ai lu ça quelque part. Donc, qui a envie de provoquer le plus aujourd'hui? Moi, je vais commencer. Je m'en doute. Allez. Je vais commencer, mais déjà, avant de commencer. Donc, casque d'or, hein. Casque d'or. Petit rappel de ma vie personnelle. Hein. Je suis papa, j'ai 4 enfants, je suis marié et mon épouse est donc en études à l'heure actuelle. Et donc du coup, j'ai plusieurs missions puisque évidemment, il y a un équilibre. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir dans la vie d'un entraîneur ou d'un joueur, c'est que la famille est très importante, mais en même temps, la famille fait des gros sacrifices. Vous avez des horaires tardifs, vous avez des week-ends, vous n'êtes pas là, etc. Donc, il faut quand même rendre la monnaie de temps en temps. Et donc, je vais donner mon casque d'or aux haters d'un canton. Ils vont sans doute se reconnaître. J'ai actuellement 6 employeurs. Léman Bleu, Planète Hockey, SIHF, CP Mérin, Warrior et je suis directeur sportif Team France pour le SACOS. Ok. J'ai informé au fur et à mesure et dont vous, hein, mes patrons des messages haineux, diffamatoires et en dessous de la ceinture par rapport à mes prises de position dans les médias concernant mon rôle de consultant. Avec des screenshots, des courriels que j'ai reçus, des courriers. Je suis évidemment soutenu à 100% et puis surtout, ce qui est important, c'est que mes employeurs soient au courant. Et cela remet pas en cause mon travail, mes futurs projets communs et mes compétences. En effet inverse même.
Deux directeurs de presse écrite m'ont téléphoné ces jours pour me soutenir par rapport à ma prise de position la semaine dernière sur mon casque de plomb et m'ont confirmé que je ne laissais pas indifférent, ça on est bien d'accord, dans un canton en particulier par rapport à l'anonymat, l'adresse IP et la localisation. Mais que les audiences étaient plus importantes quand j'étais interviewé et selon le sujet, le club et la région, en raison des messages haineux des haters, souvent sous les articles, de façon anonyme, et ça procure quoi? Ça fait gonfler les chiffres. Et donc, ça a fini dans la conversation en me disant qu'ils allaient plus me solliciter. Alors, merci les poteaux. Je vais répondre publiquement maintenant à 3 personnes parce que on a parlé de ça dans le journal du hockey hier en disant qu'on allait répondre. Il y a une lettre ouverte très bien écrite. Je vais y répondre. Là, on n'a pas trop de temps, mais je vais répondre à 3 personnes sur des choses qui sont très importantes et qui n'ont rien à voir avec mon casque de plomb. Je vais commencer par le cardinal Lespinard. Il affirme qu'en buvant quelques bières après les matchs avec quelques journalistes romans, précisé Cardinal, hein, Blick, Télé, Colfax, des concurrents, non quel est que le problème n'est pas restreint aux haters anonymes d'un forum. Ah bon? On reçoit beaucoup de courriers de félicitations et de notre travail, etc. Et il précise aussi dans différents messages que nous ne travaillons pas, qu'on prépare pas du coup de nos émissions, etc., etc. Et là, et je parle de différents haters, je suis désolé, mais s'il y a un truc qu'on peut pas nous reprocher, c'est de ne pas travailler, de ne pas regarder les matchs et de ne pas être investi dans notre travail. Ça, c'est un truc, tu peux me reprocher ce que tu veux, mais alors ça, vous le savez très bien, Philippe, c'est un truc qu'on peut absolument pas me reprocher. Pourtant, mes employeurs ont reçu en réception les mêmes lettres avec la même localisation et c'est souvent les mêmes personnes. Donc, c'est quand même qu'il y a un problème avec un canton et arrêtons de créer d'autres problèmes. Il remet en doute votre déontologie avec 0 argument. Et là, je vais aller même plus loin. Juste avant les playoffs, et je vous en ai même pas parlé avant l'émission, juste avant les playoffs, un soir à 22h, je vous ai appelé. J'avais une information très importante concernant le Lausanne Hockey Club et qui me dérangeait vraiment. Et on s'est mis d'accord pour pas en parler, pour pas déstabiliser avant les playoffs. Et vous savez très bien de quoi je parle et il y a que vous et moi qui sommes au courant de cette situation. Donc, si on parle de déontologie, vous avez fait preuve de déontologie et vous êtes journaliste et cette information n'est jamais sortie. Ça, et moi, je suis témoin de cela et je suis garant de cela. Après, il essaye de faire du trash talking en mélangeant texte, Roland McDan et le Moped Show, tout cela en cherchant des synonymes dans le petit Larousse, caché dans les toilettes en attendant de déguster sa soupe. Son compère, et là c'est plus grave, ça c'est plus grave et ça vous concerne, le roi de Gobert, alias Claude Lavanchy, qui utilise une invitation au restaurant de votre part en divulguant une conversation privée sur un forum en déformant vos propos. Elles sont où les valeurs là? Parce que moi, il y a le côté professionnel et le côté amical. Et si je te dis un truc en privé, Philippe, et quand je suis à l'antenne, je vous vois, c'est pas la même chose. Et il y a des choses, et ça, je l'ai vraiment pas accepté. Et comme disait Hubert dans la haine, tu vois, ce type, c'est la pire des races. Et pour finir, Mr. T, et là, c'est en dessous de la ceinture, et je vais le citer. Je le cite, que je transpire la loose, son ami tricolore, qui lui faisait penser à un type qui aborde toutes les filles du bal et qui repart avec la moins gâtée de la nature, avec comme référence American Pie et Sherminator. Tel Anne Roumanoff, un petit peu, hein, l'humour. Pour le bal, il a raison. Comme tout entraîneur qui se respecte, on a souvent 2 mariages entre les deux, une période d'union libre. Et là, on a peut-être un lien de parenté par rapport aux conquêtes. Et pour la loose, j'ai eu la chance, en tant que joueur et entraîneur, d'obtenir une 20aine de médailles. Ça m'a permis de les ressortir du tiroir et puis de me rappeler des souvenirs. Et soit peut-être le nombre de devoirs conjugaux dans sa vie au brillant Mr. T. Donc voilà, amicalement, le père Othon. Il se reconnaîtra. Donc voilà pour mon casque d'or. Merci Othon. Maintenant on va écouter. Oui, vous voulez préciser quelque chose? Ouais, j'ai juste rajouté un truc parce que moi je vois très bien, je suis aussi des fois tout ça et je trouve juste dommage. Moi, je vais vous raconter une anecdote. C'est un rapport avec un petit peu par rapport à la philosophie. Moi, quand j'avais 13-14 ans, je jouais au Lausanne Hockey Club. J'étais en novice et je côtoyais Stéphane Nusberg, récemment parti d'ailleurs. Et en fait, je m'entraînais, j'avais joué à Lausanne et j'avais un autocollant du HC Davos derrière mon casque. Puis Linus, il m'a dit, pourquoi t'as un autocollant de Davos et tout? Puis, je lui ai dit, parce que j'aime bien ce club et puis parce que ça me fait plaisir, etc. Bon. Puis à la fin de l'entraînement, il m'a dit, ouais, t'as raison, c'est cool. Voilà.
Alors, c'est une anecdote débile, hein, ça peut paraître très con. Mais moi, vous savez, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des gens qui aiment un club, et ça, c'est bien. Il y a une manière d'aimer les choses. Mais par exemple, je vous donne un exemple concret. Pendant la, pendant la trêve de l'équipe suisse, le forum, il était mort. C'est des gens, Vous ils sont, parlez du forum du Lausanne Hockey Club. ouais, bien sûr. Et Hmm. je trouve dommage. En fait, par exemple, là, j'ai vu dans les commentaires, au lieu de dire que Lausanne a fait un bon résultat, machin, ils disent, ben voilà, j'ai vu Motet, c'est un con, machin. Mais les gars, eh, ce qui nous unit, ça doit être le sport et le hockey. Et là, je veux dire, il faut pas tout mélanger, quoi. Là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui mettent plus d'énergie à détester des choses au lieu de parler des bonnes choses. C'est un peu le nuage noir. Et moi, je trouve que c'est dommage. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est pas du tout représentatif du public du Lausanne Hockey Club, qui est un public incroyable. Il y a une ambiance fantastique. Ça, c'est des personnes, je sais pas ce qu'ils ont. Ils sont aigris, j'en sais rien. Vous savez, être analyste, c'est pas toujours dire les bonnes choses. C'est des fois juste dire les choses comme elles sont. Peut-être que ça plaît pas, c'est OK. Ça, c'est un risque que nous on prend. Par contre, il y a une grande différence entre ce que ces gens font et ce que nous on fait. C'est que nous, on met nos noms. D'ailleurs, il y avait nos photos sur le forum du Lausanne Hockey Club. Est-ce que moi, je mets la photo de Monsieur Lavanchy ou whatever, ou personne d'autre? Non. Donc, je pense que par rapport à ça, il me semble qu'il y a une distance, un respect qui doit s'installer naturellement. Et quelque part, je trouve que c'est être fair play. Moi, vous savez, mon premier match de hockey, je l'ai vu, j'avais 7 ou 8 ans, j'habitais bien, j'étais avec mon oncle qui est un ancien gardien. Vous savez ce qu'il nous a dit? Il m'a dit, OK, vous allez au match. Il a dit, si j'entends que vous avez dit des gros mots sur les arbitres, des choses comme ça, vous irez plus jamais voir un match. Il nous a éduqués. Vous savez quoi? Le problème des gens, des fois, qui sont comme ça, c'est qu'ils n'ont pas fait de sport. Et ils savent pas ce que c'est que le respect. Et peu importe le niveau où tu es tout à fait du sport, simplement déjà d'en faire. Et je pense que ça, des fois, on repart à, il manque des valeurs. Parce que pour moi, juste détester ou idolâtrer, c'est pas la vraie vie. Les gars, on aime tous une chose, c'est un sport, le hockey. Moi, je vois des gens, je sais que je vois ce qui se passe avec un Christophe Berchi, les gens, ils le sifflent, ils ont joué à Lausanne. C'est quoi ce truc? Je veux dire, arrêtez. On parle de hockey et de sport. Et là, le mot hitter, il a rien à faire dans le sport. Pour moi, je comprends pas cette mentalité. Je suis déçu. Voilà. Et juste rajouter, Philippe, mais ça, c'est autre chose. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est essayer de déstabiliser une personne pour qu'il arrête de dire des choses. Ça, c'est le premier point. Vous savez, on en a déjà parlé. Et la deuxième chose, essayer de déstabiliser l'entourage professionnel pour que cette personne ait des problèmes et que finalement, il ait plus le droit de parole. Donc, c'est beaucoup plus vicieux que cela, en fait. Et en fait, vous vous rappelez que je me suis offusqué et que je me suis battu et j'ai combattu des gens qui sont même pas dans nos médias, hein. C'est-à-dire, par exemple, ce qui s'est passé avec Chris Geiger, où on a dit on va l'attendre avec la plume et du goudron, ou donner mon adresse, ou toutes ces choses-là. Il y a un motif derrière tout ça. On cherche à nuire à la personne, mais physiquement, mentalement, moralement, et voilà. Et donc vous savez que j'ai les épaules très, très larges, c'est pas un problème. Mais en fait, moi, si d'un coup il y a des choses bien à dire, je le dirai. S'il y a des choses mal à dire, je le dirai. Et je vais répondre à la lettre qui m'a été adressée. D'ailleurs, qui était bien argumenté, je précise. J'ai du respect pour les gens qui écrivent comme ça. Point par point. Mais par exemple, pour revenir sur l'équipe de Suisse, moi, ce qui m'a dérangé pendant la période où il n'y avait pas la National League, c'est que sur ce même forum, la seule truc qu'on a parlé de l'équipe de Suisse, c'est la faiblesse des commentateurs et de la RTS. Et puis tout ça derrière l'anonymat et tout ça avec aucune compétence. Et là je parle, c'est pas mon métier, hein. J'ai un hippodrome ici à Divonne, je vais voir les courses de chevaux, ma fille fait du cheval, je suis incapable de comprendre quelque chose au bourricot, hein. Je veux dire non mais à un moment donné chacun son domaine. Donc c'est voilà, moi je voulais juste répondre quand il y a un manque de respect ou des choses qui sont affirmées qui sont injustes et à votre propos. Parce que moi, comme j'ai dit, qu'on m'attaque, moi je réponds, mais qu'on attaque mon patron sur des choses que je vis au quotidien et je vous connais depuis 20 ans, ça je n'accepte pas. Ça je n'accepte pas. Merci Laurent Perroton. Merci Christian Pontier. Je dois avouer que ce début d'émission n'est pas du tout dans ce que j'avais imaginé. Mais puisqu'on est là-dedans, je vais aussi vous raconter une anecdote. Comme ça, chacun aura raconté sa petite histoire. En fait, nous, on est aussi là.
on est aussi là pour s'amuser finalement. C'est très amusant de raconter un certain nombre de choses et on est content de faire de partager notre avis ou de partager des anecdotes ou d'informer, pourquoi pas, des gens qui seraient peut-être en déficit d'information sur certains points. Mais pour vous montrer à quel point un truc bon enfant peut se retourner contre vous, c'était il y a des années quand je présentais ce qui était encore sur la TSR, l'émission du dimanche. Comme vous le savez, je suis très ami avec Larry Uras. Et en début de saison, j'avais dit à Larry que jamais il serait champion avec ce HC Lugano-là, puisqu'il entraînait le HC Lugano à l'époque. Et je lui ai dit, si t'es vraiment champion avec cette équipe-là, si par hasard c'est moi qui présente l'émission d'après championnat, je ferai un truc spécial, je sais pas quoi, mais je ferai un truc spécial. Et paf, que se passe-t-il? Lugano devient champion de Suisse. Philippe Ducaro, roi du pronostic. Ouais, alors ça, on peut pas le démentir. Et résultat, et ça m'est venu comme ça, mais dans les dernières minutes, c'est pas bien méchant, on va bien rigoler. Et simplement, à la fin de l'émission, je dis voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Et comme un pari est un pari, et que Larry Uras est devenu champion de Suisse, je lui dis que je ferai quelque chose de spécial parce que je n'y croyais pas. Et j'ai sorti un autocollant du HC Lugano et j'ai dit au revoir en me le collant sur le front. Simplement ça. C'était rigolo, c'était une petite voilà, mais je m'en suis pris derrière. Ouais. Par des autres supporters d'autres clubs. Non, mais bon. C'est pour vous dire à quel point la moindre chose, le moindre avis peut se retourner contre vous alors qu'on veut simplement rigoler un petit peu. Voilà. Par contre, et on va conclure après sur le sujet parce qu'on a déjà la moitié d'émission, on n'a pas encore parlé de vraiment de hockey sur glace. Dans les nombreuses aides qu'on a reçues, dans les nombreux messages, je vais quand même citer Monsieur Meyer qui a dit quand même quelque chose d'intéressant, si vous permettez, Laurent. C'est que il pense que je ne fais pas vraiment le contrepoids par rapport à certaines de vos déclarations, et en fait, il estime qu'il faudrait un autre interlocuteur parfois pour vous contrer. Et Christian Ponty et Laurent Perroton. Cela dit, je suis assez d'accord avec lui. Laissez-moi terminer. Oui. Et je suis assez d'accord avec lui. Le problème, c'est que d'abord, mon rôle de modérateur fait que quand même de temps en temps, on n'est pas vraiment d'accord. Souvent. Ouais. Et allez, vous me permettez je vais lâcher un scoop qui va peut-être pas vous faire plaisir, mais c'est allé au point où c'était tellement chaud entre vous, moi et Christian Ponty qu'il y a 2-3 émissions qu'on n'a pas faites, qu'on a annulées parce que nous n'étions pas. En fait. Voilà. En fait, voilà, comme ça, vous savez que entre nous parfois c'est très chaud et que la conséquence c'est qu'on a décidé d'annuler l'émission parce que c'était incompatible et on pouvait plus faire l'émission ensemble, ça n'allait plus. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a une vraie discussion quand même entre nous. Bien sûr. Ça c'était le truc important. Et puis alors bien sûr, la grande difficulté, c'est de trouver l'interlocuteur. Et ce monsieur Meyer le dit justement, mais c'est vrai, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui ne va pas forcément en direction de vos avis, messieurs, mais aussi parce que vos avis, dans 90% des cas, ils sont inattaquables. Il y a peut-être le 10% où là, il y a peut-être quelque chose à redire, mais ceux qui ont quelque chose à redire, ce sont justement ceux qui écrivent sous pseudo. Et donc, comment faire? Voilà. Mais alors, en fait, Philippe, Lolo. attends, Christian, Philippe, juste pour répondre, ce monsieur Meyer est supporter du LHC et évidemment qu'il n'est pas d'accord avec certaines de nos analyses. Et moi, rapidement, ce que j'ai voulu dire sur les 3 dernières années, c'est que c'était pas sur cette saison, mais bien votre analyse sur 3 ans, ce que les gens n'ont pas compris. C'est 3 ans et surtout que l'équipe en 3 ans, elle s'est pas améliorée. Pour moi, elle est moins forte. Mais ça, j'y reviendrai, je répondrai à la lettre. Mais quand il dit que on est souvent de connivence avec Christian, écoutez un concurrent qui est Colfax, qui est très très positif et qui est très fribourgeois, vaudois, etc., qui est très positif. Et Jean-Frédéric de Betta est toujours 100% d'accord avec Greg Beau. Et là, il n'y a pas de courrier qui part, parce que comme ils ont un avis qui les intéresse, là, il n'y a pas de contradiction. Et c'est là-dessus où je suis pas d'accord. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je vous dis un autre cas. Aujourd'hui, je dis 100% de bonnes choses sur le Lausanne Hockey Club pendant 2 ans. Dans 2 ans, vous pariez que je suis le meilleur consultant? C'est ça le problème. C'est ça le problème pour moi. Et quand on dit qu'on est tout le temps d'accord avec Christian, c'est pas le cas. Avec vous, c'est pas le cas. Et vous l'avez redit. Mais c'est surtout que lorsqu'il y a des faits établis et qu'on les signale, vous voulez dire quoi?
voulez dire quoi? Ouais, Donc, ouais. donc voilà. Donc, et moi, ce que j'aime bien, c'est les points de comparaison. Parce que s'il y a deux personnes qui se contredisent jamais, c'est des concurrents avec Colfax, et on dit jamais rien. Mais parce que eux, ils sont plutôt beaucoup plus positifs que nous. Et donc, la ligne éditoriale n'est pas la même aussi. C'est ce qu'il faut rappeler aux gens. C'est-à-dire que vous, quand vous avez créé le premier bloc, c'était aussi une émission un ton nouveau. Un ton nouveau, et puis que ça soit un peu punchy. Ouais. On est d'accord. Ouais, un peu inspiré de l'équipe TV. Enfin, voilà, exactement. Mais simplement pour dire, j'aime pas trop le mot concurrence parce que moi je suis très heureux que Colfax existe aussi. Ça correspond à un certain public et nous on a un autre public avec une autre manière de présenter les choses. Vous avez raison là-dessus. Vous avez raison là-dessus. C'est pas concurrence. C'est pas concurrent et Colfax, moi j'écoute aussi et voilà, il y a moins de contradictions. Je pense qu'on a aussi un autre public. Voilà. Colfax, c'est beaucoup des gens qui aiment bien hockey manager. Nous c'est pas trop notre truc, donc voilà. Mais c'est sûr. T'as raison, Philippe. Nous, on s'est pris le chou avec Lolo. Et contrairement à ce que les gens pensent, souvent, on n'est pas d'accord. Par contre, il y a toujours eu du respect. Bon, messieurs, si on veut parler d'un peu d'actualité, on va avancer. Alors ça, c'était un casque d'or qui était en même temps un peu de plomb. Je sais pas quel est le casque d'or de Laurent Ponty, de Christian Ponty, pardon. Ah oui, mais je vous confonds tellement. Ouais, c'est ça. Bon, alors moi, mon casque d'or, je vais le donner à un certain Jonas Njolsvander pour ses 2 premiers buts avec Diane en National League, qui a sonné la révolte dans un moment tellement compliqué, parce qu'à 3-0, je pense que bien, ils faisaient pas les malins. Quelque part, ce que j'ai bien aimé, c'est que voilà, c'est quand même un phénomène qui a 16 ans, qui a mis ses 2 premiers goals, et surtout, c'est lui qui a lancé quelque part cette révolte, et puis quelque part qui a aussi lancé cette résilience, parce que finir quand même pour gagner comme ça, c'était quand même, regardez le classement, c'est juste fondamental ce qui s'est passé. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que, regardez, en général, quand les équipes vont mal, qu'est-ce qui se passe? On fait confiance aux joueurs d'expérience. Regardez ce qu'ils ont fait à Bienne. Ils ont mis Njolsvander sur le premier bloc, juste après la grosse crise du match de Lugano. Et moi, je trouve que ils misent sur le talent, et c'est compliqué. Il faut du courage. Moi, je veux juste vous raconter une anecdote qui est liée à ce que je suis en train de vous dire. Le dernier match que j'ai vu à Bienne contre Zurich, j'étais assis à côté de Steinegger. Et je lis des fois aussi, parce qu'il n'y a pas qu'à Lausanne qu'il y a des gens qui sont excités, il y a aussi des gens du côté de Bienne qui disent « Ouais, scandaleux ». J'ai vu Stoney dans un état. Le gars, il vit pas. Il transpire le hockey. Il dort pas la nuit, ça se voit. Quand il y a eu le fameux goal de Ullman fait une monstre faute sur le défenseur, il a tapé du poing, il était franc fou. Je pense que ce gars, il a les moyens qu'il a. On l'aime ou on l'aime pas. Mais on devient pas un mauvais directeur sportif comme ça d'un jour à l'autre. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est de te dire que, ok, tu pousses un coup de gueule, visiblement, les murs ont vibré à Lugano après le match. Je sais pas si vous avez vu l'interview lunaire de Buller. Et puis quand tu perds 3-0, tu pourrais vraiment paniquer. Et là, c'est un gamin de 16 ans qui avait jamais marqué. Il avait fait des assists, il avait marqué. Ouais, ses 2 premiers goals. Voilà. Et quelque part derrière, ça finit par Gaëtan Haas qui finit le travail. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que chapeau. Hein, des fois, on a déjà oublié qu'il a que 16 ans parce qu'il a commencé à 15 ans. Donc moi, je pense que ça mérite un casque d'or. Merci Christian Ponty. Vous avez quand même un casque de plomb, Laurent, ou bien vous en avez fait assez pour aujourd'hui? Non, j'ai pas fini. Mais on raccourcit un peu là parce que autrement on parlera pratiquement pas de hockey. Hein. Ouais, non, mais je raccourcis, mais le casque de plomb, je vais revenir sur la création de la Coupe des Nations avec plusieurs déclarations. La Coupe des Nations, c'est par groupe de niveau, vous avez vu. Puis donc c'est Morten Green, le CEO de la Fédération danoise. Cette compétition là est pour créer un véritable challenge et pas juste des matchs. C'est une opportunité d'augmenter le niveau et de donner un sens aux pauses internationales. Vous savez qu'il y a des promotions-relégations selon les groupes. Peter Salsten de la Fédération norvégienne avec la promotion-relégation entre les groupes et donc de vrais enjeux. Et ils ont convoqué la meilleure équipe possible pour essayer d'accéder au groupe supérieur. Le but est d'accroître l'attention médiatique et de valoriser ce nouveau format. Et on arrive à mon casque de plomb. Le responsable du hockey à la télévision norvégienne, TV2, Jonas Barrias, est furieux. Je le cite. Le format encore embryonnaire de l'IHF, mais surtout la production télé. On parlait du principe qu'un signal de qualité télé, donc 9 caméras, serait fourni depuis Épinal pour que chaque match de la Norvège soit diffusé en live sur la télévision nationale, TV2 Sport 2. Finalement, le mardi pour le vendredi, ça serait une production avec une caméra animée par l'intelligence artificielle, ce qui a délivré un
un schéma si amateur que je n'ai jamais vu ça, une chose pareille où que l'on soit. C'est au-delà de toute critique, avec l'enthousiasme grandissant autour de l'équipe de Norvège, avec un nouveau staff vraiment hallucinant. Encore une belle bourde pour le lancement de cette compétition. Ouais. Donc voilà pour mon casse de plomb. Merci. Allez, le vôtre, question. Alors moi, mon casse de plomb, je vais l'attribuer à un fait divers que j'ai vu et qui m'a un peu glacé le sang. En fait, c'est lors d'un match entre Franche-Montagne et le CP Ferrier, un match de 3e ligue. Je sais pas si vous avez vu. C'est les deuxièmes équipes, ouais. Ouais. Les deuxièmes équipes de sa club. Rien que la photo, elle est parlante. Hein. Ouais. Attends, je veux dire un truc. Voilà. En fait, c'est un attentat terroriste d'un joueur de 19 ans. Bon, faites attention au terme parce qu'on est attaquable. Ouais, hein. Attends. J'aimerais juste parler. Je dis attentat terroriste, mais attends. Oui, mais bon. Il y a des mots. En fait, c'est un cross-check à la nuque sur un joueur. Mais le problème, c'est surtout le fait que c'est un geste qui est prémédité. Donc voilà. Donc je pense que si tu veux essayer de décapiter quelqu'un, tu fais pas autrement. Alors moi, où je reviens là-dessus, c'est que je suis allé voir, c'est un jeune gars sportif et tout. Et je pense que ce mec, je pense qu'il est certainement très malheureux de ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, je veux quand même préciser que le club de Fleury a bien réagi. Ils ont tout mis en œuvre pour. C'est juste que c'est des gestes qu'on veut pas voir, mais voilà, ça explique tout. Et un peu, ça revient aussi sur ce qu'on disait quand on voit la passion où ça peut mener, parce que finalement, il y a un trash talk juste avant, on sait pas ce qu'il lui dit, mais il y a rien qui mérite qu'il fasse un geste pareil. Quand je dis terroriste, évidemment que c'est pas un terroriste, c'est pour dire à quel point c'est dangereux ce qu'il a fait. Et je pense que ce jeune joueur, il doit être certainement très malheureux. Et moi, ce que je veux simplement dire, c'est que là, au milieu de tout ça, le hockey, surtout en plus en 3e ligue, ça doit rester un jeu. Je pense que le vecteur émotion est très important, mais qu'on puisse voir des choses pareilles, parce que finalement, c'est une histoire qui se termine bien. Le gars, il a eu des maux de tête, il s'en sort plus ou moins bien, mais si on regarde le geste, peut-être un peu plus fort, avec un autre timing, et le gars, il peut être tétraplégique ou je sais pas quoi. Donc, moi, je dis juste, je sais pas que j'en veux pas. Je pense que ce gars-là, il a très mal dormi, certainement, après ce qu'il a fait. Et en plus, évidemment, comme c'est posté sur les réseaux, truc que tu faisais comme ça il y a 15-20 ans, ça se savait pas. Aujourd'hui, ça se voit. Donc, j'ai envie de dire, oubliez pas, quelle que soit la ligue, même chez les pros, le hockey, ça reste un jeu. Il y a rien, absolument rien qui permette de faire un geste pareil. Donc, j'espère que le gars va. J'ai vu, il y a des suspendus à la vie, tout ça, mais non, on peut faire des gestes stupides, et il a fait un geste stupide. Mais c'est juste que, voilà, quoi, ces images, elles doivent servir à quelque chose, à relativiser. Voilà. Merci Christian Ponty. Effectivement, juste cette petite image là sur le moment quand j'ai vu ça, je me suis dit oula, ça a l'air sérieux et bon ben voilà. En tout cas, belle leçon que vous donnez là, Christian Ponty. On va passer maintenant sur le hockey pur et dur, même si là c'était plutôt du hockey dur, mais le hockey pur, eh bien c'était peut-être hier du côté de la Corner Arena où Fribourg-Gotteron s'est donc imposé 4-0 au Tessin. Victoire qui peut paraître surprenante face à une des équipes les plus en forme actuellement du championnat, le Rampireton, mais finalement une victoire malgré la domination tessinoise qui s'est dessinée petit à petit et elle n'est pas volée, même si statistiquement on aurait pu aussi dire que Lugano pouvait remporter cette rencontre. Non, mais c'est surtout statistiquement qu'on aurait pu dire que Lugano aurait pu remporter cette rencontre. Oui. Moi, je reviens à la qualité des gardiens. Berra, en ce moment, il est en feu et là, on commence à l'aligner un peu plus souvent, et ce qui n'est pas le cas de Gallet. Et puis Van Pottelberg finit à 84% d'arrêt. Donc, il y a beaucoup plus de lancers et puis de chances de lancer. Lorsque vous regardez, vous allez l'analyse sur Cockpit avec un 4-0 sur les chances de goal, et quand on compte les goals marqués, on arrive à un 46-53. Donc 47-53, voilà. Donc du coup, on est très très proche. Sauf que pour moi là, dans ce match-là, c'est quand même les arrêts clés. Je reviendrai aussi sur une autre chose, c'est De La Rose. De La Rose en ce moment, c'est un goal ou deux à chaque match. Il est en feu, moment. Il est vraiment en feu. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, et on verra ce soir
contre Lausanne. Voilà. Et puis après, on a fait des choix aussi dans le line-up. On a mis Johnson surnuméraire. On n'est peut-être pas assez content de son implication dans le volume de jeu et surtout dans le jeu sans puck. Donc voilà, il y a là, j'ai l'impression qu'au niveau du coaching staff, on arrive à la croisée des chemins. On a observé tout le monde, on a évalué tout le monde, on a donné la chance à tout le monde, on a même surutilisé certains qui méritaient peut-être pas dans la performance. Puis maintenant, on commence à arriver à un line-up où on va commencer à vouloir faire des points et à être constant. Ce soir, en cas de victoire, tu es deuxième du championnat. Avec l'irrégularité de Fribourg depuis le début de saison, ça veut dire qu'il y a quand même de la qualité dans cette équipe. Donc voilà, et puis d'aller gagner à Lugano en ce moment, c'est très 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 compliqué. Et je pense que c'est une équipe qui est arrivé à avoir beaucoup d'émotions, Lugano, sur les derniers matchs. Notamment un peu de folie dans le jeu. Lorsqu'ils marquent, ça enchaîne direct derrière. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à marquer le premier parce que Berra a fermé la porte. Et ça amène une très belle victoire sur la route. Depuis un certain temps, c'était 9-10 avant le match pour Lugano. Donc, d'arriver à aller gagner à la Corner Arena, c'est une très grande performance. Maintenant, on va voir la constance et le back-to-back. Parce que on ne sait pas avec le climat, comment ils sont rentrés, est-ce qu'ils ont dormi là-bas, ça, on n'a pas ces informations, peut-être que vous les avez. Et puis surtout, la récupération après un match contre une équipe qui est potentiellement top 6 pour rejouer contre le top 2 ce soir à domicile, voir en termes d'émotion et d'énergie comment ça va aller. Ouais. Votre vision, Christian? Bon, déjà, moi, je suis désolé. Pour moi, c'est un exploit ce qu'ils ont fait hier soir. Et sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires. Lugano, c'est la meilleure équipe du championnat. 9 en 10, ouais. Ouais, bah maintenant, avec soir, ça fait 10. 8 ouais, exact. Mais en fait, et puis moi, ce que j'ai bien aimé, alors effectivement, Berra XXL, lui, il va aller aux Jeux Olympiques. J'ai dit, il a un nouveau masque, c'est pas pour rien, ce gars. Regardez, et c'est pas le seul, d'ailleurs, je précise, un Kourachev est en train de faire le même parcours. C'est des gars, tout d'un coup, ils ont des ailes qui poussent. J'en sais rien, mais je trouve on voit, ouais, même chose. Mais en fait, c'est ça que je voulais dire. Je pense que à cette période de la saison, je pense que depuis 5 ans, on n'a pas vu Berra aussi fort. Vraiment. Pour moi, il est exceptionnel. D'ailleurs, je pense qu'il commence à se mordre les doigts qu'il parte à Cloton parce que, évidemment, on est toujours plus intelligent après qu'avant. Mais en tout cas, là, il est vraiment exceptionnel. Ensuite, moi, je voulais dire un truc, il a quand même un peu remis de l'ordre dans ses lignes parce que j'ai l'impression que Schmidt est de nouveau à jouer avec Wallmark et Sorensen. Et quelque part, Schmidt, en ce moment, tu mets avec n'importe qui, il joue bien. Il est vraiment fort. Je sais pas si vous avez vu aussi, hier soir, c'était spectaculaire comment Garrick, le défenseur luganais, était dur devant le goal et tout. Il y a personne qui s'est énervé. Berchi, il a pas bougé. Schmidt a pas bougé. Ils ont marqué les goals. Je pense qu'ils sont en mission et ça se voit. Ils sont bien préparés. En tout cas, hier soir, c'est vraiment l'impression qu'ils m'ont donné. Après, je sais pas si vous avez vu aussi, sur la faute de Zeiler, après, le public à Lugano, c'est quand même un peu saoulant, quoi. Zeiler. Ouais. Parce ouais, les pièces. Voilà. Mais il y a un joueur de Lugano qui s'est fait mal. En fait, sur un virage brusque, sa lame a percuté une pièce qui était un peu collée, qu'on voyait pas sous la neige, et il est parti s'affaler dans la bande. Donc, ça, c'est vraiment mais surtout à ne pas faire. Ça a coupé le rythme, ça a interrompu le match pendant je sais pas combien de temps. Ça a avantagé Fribourg. Mais bien sûr, totalement, exactement. Non, mais je pense que hier soir, j'ai un peu l'impression qu'il pouvait pas leur arriver grand chose parce qu'il y a tout qui marchait. Et c'est vrai que depuis cette trêve internationale, Berra est en feu, Berchi joue bien, Schmidt est très bon et Delarose est juste phénoménal. Et c'est très bien parce que Sorensen et Wallmark sont un petit peu en deçà. Donc, quelque part, je dis toujours, mais c'est valable pour toutes les équipes, mais le jour où effectivement, ils ont 2 ou 3 blocs qui jouent tous bien en même temps, eh ben, ça va être vraiment pas mal, mais n'empêche qu'en attendant, ils ont rejoint, d'un point de vue comptable, Lausanne, qui avait fait un super gros début, et eux, ils sont en courant alternatif, et en étant comme ça, ils sont deuxième ex-aequo, donc ça nous promet un super match ce soir. Alors justement, vous me donnez le lien logique. Oui. Juste Philippe, pour finir un truc très important, mais ça c'est d'ordre un peu plus tactique. Ouais. Ils ont été très bons au face-off. Valzer pratiquement à 60%, Delarose à 64% et Berchi à 60%, mais surtout très bons dans les face-off défensifs. Il y a eu une grosse période de domination en zone défensive et ils ont gagné les face-off outre les arrêts et les pucks bloqués par Berra. Après, ça a permis à Fribourg de sortir de la zone. Voilà. Donc, ça aussi. Donc, ça sera un élément, il faudra en tenir compte ce soir justement contre Lausanne.
Et Biasca, on verra, on ne sait pas ce qu'il en est, mais il manque dans le line-up quand même pour avoir vraiment rééquilibré, avoir 3 lignes encore plus offensives. Ouais, juste. Donc ce soir, alors quels sont les éléments qu'on doit retenir avant cette rencontre où la deuxième place sera clairement en jeu? Cette fois-ci, ça sera pas au niveau du goal average. Il y aura de toute façon une des deux équipes qui passera devant l'autre. Alors, quelles sont les données? Pour moi, les données, c'est la récupération pour Fribourg, savoir comment ils ont récupéré de ce match-là. Les données, c'est la confiance qu'a pris Lausanne après la victoire à Zurich avec une équipe rajeunie et avec les absents. D'accord? Donc ça peut rééquilibrer les débats. Et surtout, pour moi, la performance de Walmart et Sorensen sur ce match-là. C'est-à-dire que on sait que c'est un peu la bête noire quand même, hein, quand on regarde les dernières années, les playoffs et les matchs importants. Quand je dis match important, c'est en saison régulière, tu as des matchs importants. Ce soir, dans la tête du vainqueur, c'est tu affirmes ta deuxième position. D'accord? Et par rapport, Christian a très bien dit, il y a eu un très bon début de championnat de Lausanne et finalement, courant alternatif de Fribourg, qui ce soir peut repasser deuxième. Donc, ils n'ont pas le même parcours dans le championnat, mais finalement, ils sont très proches. Donc, ça va. Le vainqueur ce soir met un coup sur la tête à l'autre par rapport à la position et affirmer sa position dans la ligue pour les futurs playoffs. Donc, ça sera très psychologique. Exactement. Ouais. Alors, moi déjà, avant de parler aussi, évidemment, qui psychologique, ça le sera, ça c'est clair. Mais déjà, il y a les blessés, parce qu'il y a plus de blessés du côté de Lausanne que du côté de Fribourg. Fribourg, ils ont un effectif plus complet. D'ailleurs, je veux quand même revenir sur la performance de Lausanne du côté de Zurich. Nicolas Wenger, 8 minutes 57. Barry Kellan, le petit gars d'Yverdon. D'ailleurs, il y avait 2 gars d'Yverdon sur la glace. Il y avait Barragano et Kellan. 10 minutes 25. Gaël Haas a aussi fait quelques chiffres. Et Basile Sansonance, qui a aussi, donc ils ont mis des jeunes, et moi, j'ai du respect pour ça. Alors, il y en a qui vont dire, ils n'avaient pas le choix, mais n'empêche que, ils sont allés gagner à Zurich, et Zurich, attention, c'est plus le même Zurich, hein. Zurich, c'était 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Et puis, parce que maintenant, il y avait Grant, il y avait André Ghetto et compagnie qui étaient de retour. Rorer qui est revenu. Voilà. Grosse prestation aussi de Hughes au goal. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, les blessés ont été compensés sur un gros match par un gros atout d'énergie et aussi préciser quand même qu'une fois de plus, Brandstrom a été juste phénoménal parce que Brandstrom, c'est le gars qui fait les 2 derniers matchs, c'est lui qui les fait gagner, qui fait tourner et il est franchement très pondérant. Maintenant, il y a plus, comme j'ai dit, il y a plus de blessés du côté de Lausanne que de Fribourg. Comment ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont encore être capables de faire le même exploit qu'à Zurich? En tout cas, ce que je peux dire, ce qui a fait plaisir lors du match de Zurich, c'est la solidarité de Lausanne qui a vraiment joué autour de son gardien. Et quelque part, je sais pas, je pense que Rochette est toujours pas apte, sauf erreur, parce que l'air de rien, ça change ton power play, ça change beaucoup de choses. Je sais pas s'il sera de retour. Siomala, qui est très, très important. Alors, mais Siomala, ça fait un moment, mais Rochette, ça fait pas très longtemps. Donc, pour moi, la gestion des blessés, des effectifs et qui sait qui va être aligné au goal aussi. Peut-être que suite à la performance de Zurich, il va remettre Hughes, même si Pache n'avait pas démérité. Mais en tout cas, je pense que si on prend d'un point de vue effectif complet, Fribourg a plus son équipe type que Lausanne. Mais par contre, Lausanne a prouvé qu'ils avaient du cœur et qu'ils ont fait confiance à la jeunesse qui a prouvé des choses. Et ça, je trouve que c'est bien, faut le dire. Oui. Ce soir, toujours à 19h45, Genève Servette s'en va du côté de la Solgalor Bank Arena. Bravo. On essaye. Hein. À Rapperswil, c'est plus facile. À Rapi. Voilà, Genève. Rapi est en perte de vitesse, ça c'est sûr. Genève d'en profiter. Oui, mais ils ont quand même gagné le dernier match. Après, c'était très compliqué de le gagner, mais après. Ça faisait 7 défaites d'affilée, donc c'était vraiment important. Maintenant, du côté de Genève, on a 3 défaites en 4 matchs. Donc ça va pas, on n'est pas dans une grosse phase non plus. Il y avait passablement des blessés aussi. On a entendu parler que on veut se séparer de Tyler Beck. Il y a un petit peu c'est surtout Tyler Beck qui a envie de partir visiblement. Oui, mais il a des stats qui sont assez. Non, mais ses performances ne sont pas. Des fois, c'est d'un commun accord. Hein. Et ensuite, au niveau des joueurs 6, il y a toujours les mêmes blessés. Puis ça commence à devenir récurrent. Et c'est ce qui manque, de la profondeur en qualité
chez les joueurs suisses dans l'attaque, à l'attaque. Donc ça c'est aussi là-dessus. Et puis là maintenant à Rapperswil, c'est une équipe qui joue très bien les contres. Donc le management du puck et la prise de décision avec le puck dans la dernière décision, c'est-à-dire le shoot ou la passe, attention à cela parce que si tu fais un mauvais choix, tu vas prendre un 3 contre 2 immédiat parce qu'ils démarrent, ils vont très vite. Donc voilà, c'est comment on va manager le puck et comment on va éviter de donner des chances à l'adversaire, et c'est comme ça qu'on va pouvoir l'emporter sur la constance et 60 minutes. Et ça, je le redis, mais ça fait depuis 2 ans qu'on n'arrive pas à être constant durant les matchs ou durant des périodes courtes avec plusieurs matchs à la suite. Ouais, mais là aussi, si on prend le point de vue comptable, et Genève, c'est les premiers qui sont dans le bon wagon, c'est-à-dire le wagon du haut. Ils sont 8e avec 39 points. Ouais. Et en fait, là aussi, tu peux vraiment pas te permettre d'égarer des points. Ils ont besoin de pouvoir s'appuyer sur des valeurs sûres. Pour moi, les valeurs sûres, ça commence par Charlin, qui doit être bon. Et puis après, si on regarde, c'est marrant parce que Rappi et Genève ont un point commun, c'est que c'est 2 équipes qui misent beaucoup sur leurs étrangers et sur leur power play. Donc finalement, c'est souvent le baromètre. Et après, du côté de Genève, on peut quand même mettre Le Coultre qui fait quand même une saison incroyable d'un point de vue comptable et qui a mis des goals importants, notamment sur les fameux set plays qu'on a vus. Donc ça marche plutôt bien. Par contre, il y a toujours des gars qui doivent se réveiller, quoi. Là, c'est fou. Mais là, ils ont un week-end, comme disait Christian, ils sont 8e, 39 points. Donc, et puis sur les 3 premiers, ils ont un match de moins. Mais là, ils vont à Rapperswil et ils reçoivent Zurich, hein. Donc, et Zurich sont bons à prendre là. Parce qu'après la grosse déception en Ligue des Champions, à mon avis, il doit y avoir une guerre d'ego, là. Et ça, c'est bon à prendre en ce moment, à mon avis. Ouais. Non, mais quand je dis qu'ils sont dans le bon wagon, parce que le 9e est à 31 points, ils ont 8 points d'avance. Mais par contre, il faut vraiment lâcher le wagon, hein, c'est clair. Ouais, t'as raison, Christian, mais le bon wagon, c'est les 6 premiers, les 6, pour éviter. Ils sont dans la course. À chaque fois, entre le 2e et le 8e, il y a. C'est ça. 4 points. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont 7 et 8, 9 ou 10, ils passent pas. Donc, par expérience, ce serait mieux qu'ils soient dans le top 6 pour avoir un quart. Ouais. C'est vrai. Messieurs, il y a un club, on ne savait pas trop dans quel wagon les mettre. Maintenant, on a vu que Vienne est obligé quand même d'assurer au moins le minimum à la maison pour ne pas avoir trop de soucis. Vienne qui, par contre, s'en va ce soir du côté de Langnau, où, comme tout le monde le sait, on adore se déplacer du côté de Langnau. Toutes les équipes de National League. Oui. Alors, dit c'est compliqué d'aller là. C'est ça. Pour le casse-croûte. Oui, c'est très bon ce qu'ils font là-bas. Ouais. Non, mais répondre à ça, déjà, Christian a donné le casque d'or à Neuschwander à juste titre. Après, on a fait le match, on a analysé le match. Il a beaucoup changé son line-up. Il y avait quand même de la nervosité sur le banc et surtout que les prises de vue. Les prises de vue, on voit très très bien les bancs, hein. Donc du coup, on a d'autres caméras en régie et puis on voyait qu'il y avait beaucoup de nervosité. C'est la jeunesse qui a amené les choses, mais voilà, ça reste que Salinen, il est téméraire, mais il est transparent. Les 2 défenseurs étrangers, pour l'instant, j'émets des doutes, comme le défenseur étranger à Ajoie, hein, on en a parlé, Freeman. Donc voilà, Laxonen c'est un peu mieux, mais voilà, Silvegaard en ce moment c'est pas terrible. Et les valeurs sûres, c'est As offert avec Rayala. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis les jeunes qui poussent. Kata c'est un bon match. Mais... Oui, Yass Anderson, mais Yass Anderson. Il a un petit creux là-dedans. Ouais, il a un petit creux, mais moi je reste persuadé qu'avec Rayala ça peut faire quelque chose de bien. Donc ça c'est un avis perso, et je pense que Yass Anderson il est tellement subtil et ils sent tellement le hockey que Rayala avec son shoot ça peut faire s'ils arrivent à avoir le 3e qui bosse pour eux. Voilà, pour l'instant peut-être que c'est une histoire d'équilibre, de chimie entre les gars, mais enfin bref, mais là c'est vraiment très important. Et le match gagné, à mon avis, outre le classement comme a dit Christian, et puis de partir de cette 13e place et puis de mettre le 14e très loin, ça va donner dans la configuration, hein, et le scénario du match beaucoup de force ce soir pour Bienne, et il faut absolument qu'ils arrivent à enchaîner les choses, et puis c'est à domicile, hein. Donc ça change contre Langnau à l'extérieur, Langnau à domicile, je trouve qu'ils se ressemblent un peu là-dessus les 2 équipes. Et voilà. Par contre, Langnau, c'est une équipe qui réussit pas du tout à Bienne depuis quelques saisons. Donc on verra le résultat. Mais c'est là, pareil, on est un plan dans le flou, mais surtout dans l'aspect mental.
On est vraiment dans l'aspect mental et Langnau, ça sort sur 3 défaites en 4 là. Pareil. Donc c'est compliqué aussi. C'est un os, Langnau. Mais moi, ce que je trouve aussi, c'est que il y a quand même un bon message parce que tu perds 3-0 puis que tu finis par gagner en prolongation. Je sais pas si vous avez vu la rage de Gaëtan Haas pour ce qu'il met la tête ou un mec met pas les pieds. Hein. Je veux dire, celle-là, en plus, ça rappelle juste qu'il y a eu des commotions, machin. Donc, c'est juste pour dire ça en termes de signal et de force, la résilience, comme on dit. Et ce qui est bien, justement, c'est que ça a été amorcé par les jeunes et puis que ça a été fini par le capitaine qui est plutôt un ancien. Donc, je pense que, imaginez le vestiaire à la fin du match, c'est là, il doit donner un bol d'oxygène et je pense que c'est très important. Après, faut quand même dire les choses aussi comme elles sont. Sateri, il est pas toujours à son top, il est pas régulier, alors que c'était justement la force de Bienne. Et puis le problème aussi, c'est comme Janet, il a été moyen à l'extérieur. D'ailleurs, d'après ce que j'ai vu et lu, Sateri s'est pas entraîné. Alors je sais pas s'il le ménage ou si c'est parce qu'il est blessé, mais ça serait pas une bonne nouvelle, parce que je pense que un peu comme Bienne, maintenant tu mets tes bons gardiens. Parce que tu dois faire des points comme Fribourg. Fribourg, pardon. Excuse-moi, comme Fribourg, oui, exactement. Après, j'ai lu, je sais pas si vous avez vu, j'avais fait une interview de Grossman, Robin Grossman, qui disait qu'il estimait à 14 points le nombre de points perdus par Bienne, voilà. Mais il a dit un truc très intéressant. Il a dit, mais faut arrêter de dire dans les dernières minutes. Dans les dernières minutes. Non, mais oui. Alors ça, il l'a dit, bien sûr. Mais il a dit aussi un truc très intéressant. Il a dit oui, mais dans ces moments-là, souvent, c'était pas les jeunes qui étaient sur la glace. Et en fait, je trouve ça très courageux de sa part de dire non, c'est facile de dire que c'est la jeunesse. Non, souvent dans ces moments clés, c'était pas les jeunes. Au début, oui, il y a eu des jeunes, mais après, c'était quand même des gars d'expérience. Donc, ils prennent leurs responsabilités. Je vais répondre à Robin Grossman. À 3-0, sur le set play préparé, c'est lui qui veut faire une passe sur la ligne bleue latérale à Silvegaard, qui est intercepté par Boson. Si Boson met le breakaway contre Sateri, t'as le match perdu. Donc, il a une part de responsabilité aussi dans la performance collective. Et c'est les joueurs expérimentés qui font des fois des grosses erreurs. Ouais, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je disais d'habitude, les défenseurs, ils font 1 à 2 bourdes. Bah, Dioniso, il a 4-5 chaque match. Il a fait une énorme contre Langnau, contre Ajoie. Par contre, ces gars-là, c'est impossible de le brider. Si tu le brides, tu perds un super défenseur offensif, mais il doit absolument apprendre à être plus, mais en fait, c'est un casse-tête, exact, smart. Et puis, il doit apprendre la rigueur. Mais, comme Johnson. Par contre, il a une qualité de passe, une facilité. C'est insolent. Messieurs, il nous reste le HC Ajoie. Vous savez que j'aime bien ce club, je le suis, mais franchement, je sais plus quoi penser, donc je vous laisse vous exprimer parce que moi, je vais d'abord dire une bonne nouvelle. Même un déplacement à Zurich, finalement, ne me fait pas peur pour Ajoie parce qu'ils sont capables de gagner, comme ils sont capables de perdre à la maison contre une équipe faible. Donc voilà. Moi, je voulais juste d'abord dire une chose parce que c'est un truc qui est presque passé sous les radars. Faut quand même rappeler que Turkulainen a re-signé 1 année. Et moi, je vous dis un truc. Quand vous voyez les résultats d'Ajoie, qui perdent tout le temps, réussir à signer un gars qui reste. Moi, je dis bravo Julien Vauclair, parce que honnêtement, Turkulainen, moi, il y a plein de gros clubs, j'irai le chercher, hein, franchement. Donc, à mon avis, il a dû être bon pour lui parler, parce que quand tu proposes à un gars, qu'est-ce que tu lui dis? Ouais, non, mais l'année prochaine, on sera meilleur, ça va aller mieux. C'est pas facile, hein, je veux dire. Et le gars, il l'a refait signer. Moi, j'ai posé pour ça. Je vais revenir à la lettre que Monsieur Meyer vous a envoyée où il parle que j'ai travaillé que dans une organisation de National League et finalement je connais pas mal de directeurs sportifs puisque Gerd Zonnezorn, j'ai travaillé plusieurs années avec lui, Gauchi, je le vois régulièrement et j'ai posé la question à quelques directeurs sportifs concernant Turkulainen. Et la réponse des gros clubs, et je parle pas forcément que de Romandie, a été il est très intéressant, il est très bon, mais physiquement, il est trop petit pour un étranger dans notre organisation. Voilà ce qu'on m'a répondu plusieurs fois. Donc moi aussi j'aime beaucoup ce joueur. Et d'ailleurs, si Ajoie fait un point mercredi, Turkulainen, c'est le facteur X. Hein. Donc ça c'est vraiment une grosse signature. Mais après, ils n'ont pas eu tant de concurrence que ça. Parce qu'il y a des clubs qui n'étaient pas intéressés par l'impact physique. Et justement, ce qui a inquiété les directeurs sportifs, et on voit aujourd'hui le nombre de blessés dans le championnat, c'est pour les étrangers, je parle, c'est sa capacité physique et justement de savoir s'il va pas être trop blessé avec son jeu, sa créativité. C'est un risque et du coup, c'est pour ça qu'il a moins été sollicité. Mais en valeur pure, il est excellent.
En qualité pure, il est regarde, il est pas beaucoup plus petit que Malguin, hein, excuse. Mais après, Malguin, bah voilà, c'est un autre profil avec, c'est ce que je dis simplement quand même. Moi, je pense que, typiquement, tu prends tous les Finlandais qu'il y a à Langnau, par exemple, bah, ils auraient très bien pu mettre la main dessus en faisant deux, trois téléphones entre eux, par exemple. Mais Turkolainen, Malguin, tu vois, par exemple, bah, tu les vois bas du corps, c'est le jour et la nuit, hein. L'autre, c'est une pièce immense, quoi. Ouais, non, je sais. Mais d'ailleurs, c'est marrant, ils ont les deux. Onka, c'est aussi de crevettes. Hein. Bon, messieurs, est-ce que Ajoie gagne à Zurich ce soir? Sur un malentendu. C'est direct. Franchement, moi, j'aimerais bien. Et puis, moi, j'ai regardé le match de Ligue des Champions. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes et tout le monde parle du coaching staff, etc. Mais moi, je crois qu'il y a des problèmes entre les individus et des problèmes d'ego. Et il manque l'amico pour mettre. L'amico pour mettre des paires de baffes. Voilà. Et lorsque l'année dernière, vous vous rappelez, hein, j'avais dit le facteur X c'est l'amico et quand il va rentrer dans la finale, ça va changer la finale. On avait reçu encore des courriers. Bah ouais, mais en fait, parce que il y a quelqu'un qui m'a dit dans le vestiaire que je connais très bien, il m'a dit c'est le seul qui est capable de se lever et de dire à lui qui sont NHLer ou champion ou vice-champion du monde, etc., ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Et du coup, et puis t'es mieux la fermer parce que s'il pose ses gants, t'es pas bien. Et voilà. Et ça, les directeurs sportifs, lorsqu'ils font leur recrutement, le mec qui mentalement arrive à asseoir tout le monde et à être le relais du coaching staff, et quand il parle, il y en a pas un qui bronche, bah déjà, t'as déjà une équipe qui va aller dans le bon sens. Et c'est très important le choix du capitaine. Et moi, je suis très étonné et je parle dans toutes les ligues, hein. Des fois, il y a des joueurs que je connais personnellement. Je suis très étonné de voir certains choix par rapport à ça. Donc voilà. Du coup, le départ de l'Amico, outre d'avoir trop gagné et puis de ronronner, je pense que c'est important. Le coaching staff, peut-être qu'il y a des problèmes aussi après une année où ça s'est très bien passé. Et voilà. Et donc Ajoie n'a rien à perdre finalement. Je crois que c'est plus facile aujourd'hui d'aller jouer à Zurich pour Ajoie que de recevoir Bienne qui est 13e mercredi à la maison. Donc, est-ce que Keller va encore jouer? Parce qu'il s'en est plutôt bien sorti jusqu'à présent. Je pense pas. Je pense qu'il va alterner. Ouais, et puis surtout, pour garder un peu tout le monde en température, peut-être qu'il va remettre Patenaude qui a la main chaude, et puis surtout, peut-être un autre deuxième gardien. Voilà, c'est très compliqué, hein, cette situation à 4 gardiens. Non, j'avoue, là. Enfin, bon, après, ils vont certainement devoir prêter des joueurs, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, déjà, est-ce qu'ils vont jouer avec 2 défenseurs étrangers ou avec, comme ils ont fait contre Bienne, par exemple, ça serait intéressant. Mais maintenant, si on regarde sur papier, Vic suspendu. Ouais, voilà, exactement. Ça, c'est quand même un joueur d'impact, c'est compliqué. Donc, c'est un joueur qui sur les dernières saisons était remplaçable. À Ajoie, il est très important. Donc voilà, et on en a parlé dans nos émissions. La suspension, je la comprends. C'est pas l'impact, c'est le geste par rapport à la situation où on pouvait jouer le puck. Et lui, c'est du Vic. On doit protéger l'intégrité des joueurs. Après, moi souvent dans les vidéos quand je discute avec les jeunes joueurs, je dis mais là t'es dans une zone, tu rentres dans la peinture, dans le slot. Il faut que tu mettes ton clignotant et puis que tu mettes ton radar en route parce que si tu reviens de la bande vers le milieu, on en a tous eu des commotions comme ça en faisant ce genre de situation. Ouais, c'est clair. Bon, puis Vic, il loupe pas, donc clairement, c'est compliqué. C'est ça. Bon, merci messieurs. On a fait le tour des matchs de la soirée. On va conclure assez rapidement avec les rondelles. On va faire court. Faites court. Alors, en faisant très court, c'est un peu comme les arguments du Canadien de Montréal actuellement. C'est très court. Alors, justement, moi, je vais vous poser une question. Si je vous dis 905, 906, 907, ça vous fait penser à quoi? Ça doit être les buts d'Ovechkin. Moi, ça me fait penser au pourcentage d'arrêt de Philippe Ducaro. Non, en fait, c'est son 905e, 906e et 907e but. Incroyable. Il a mis un hat-trick à Montréal. Est-ce qu'il va arriver à 1000? Oui, on sait pas, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, ils ont gagné 8-4. Il faut savoir que Montréal, ça s'est écroulé depuis un certain temps. Alors évidemment, c'est du Montréal, hein, mais ils ont un sérieux problème quand même de gardiens qui ont perdu confiance. D'ailleurs, Montembeault après 3-0, il a été chassé
il a mis Dobesch qui a pris 4 goals, donc c'était pas beaucoup mieux. Mais en fait, ils ont 2 gardiens pas en confiance. Et juste pour vous donner une idée, Dobesch, il est à 0,89% et Montauban à 85%. Ils sont 30e dans la ligue sur 32. Alors, quand tes gardiens ferment pas la porte, ils en sont au point où ils veulent aller chercher Flower qui était le prospect super gardien qu'ils annoncent comme le futur Price. Le problème, c'est qu'il a Il n'y avait pas un Akira Schmidt qui était dans les tuyaux à l'époque? Non, du côté de Montréal, jamais. Par contre, jamais. Il n'y avait pas un Suisse qui était dans les tuyaux du côté de Montréal? Non? Bon, il y a eu Robert Mayer à un moment donné. Il y a eu Abicher avec Huet. Non, mais moi je parle actuellement. Non, mais en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est que Flower, c'est un gars qui vient des ligues universitaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en ligue universitaire, tu as 35 matchs. Hein, je veux dire, et donc là, il est en train de faire son apprentissage du côté du Rocket et il a fait des gros matchs. Mais le problème, c'est que la pression, elle est telle. Maintenant, il y en a qui réclament le licenciement de Saint-Louis parce que c'est un entraîneur de Pee-Wee, blablabla. Ils ont fait une saison tellement incroyable, un début de saison tellement incroyable, basé sur le jeu libre et la confiance, que maintenant Davidoff, il sait plus marquer des goals parce qu'il fait trop de passes. Enfin, mais évidemment, on est dans le pays des experts, donc forcément c'est très compliqué. Mais moi, je pense que donc là vraiment, il demande le congédiement. Je pense que maintenant les conférences de presse à Montréal, Saint-Louis, c'est une cible. Il y a 40 snipers qui le regardent et qui lui pose des questions. Est-ce que tu as vu la scène où il lui pose la question sur la prépa physique? Oui. Non, mais c'est mythique. Mais c'est incroyable. En fait, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que, je veux dire, c'est comme un microclimat tellement spécial, Montréal, que quand tu gagnes, t'es idolâtré en peu de temps. Ça sent la coupe, comme ils disent. Et puis, Philippe Ducaro, il habite dans une région un peu semblable, hein. Au niveau des Canadiens de Montréal. Mais on dit souvent d'ailleurs que Gauthieron, c'est un petit Canadien de Montréal, toute proportion gardée. Toute proportion gardée, exactement. Mais c'est surtout que, alors après, je veux juste, pour en finir, parce que, là, ils ont rétrogradé, ils sont 4e de la ligue, ils sont juste pas en playoff. Mais faut pas oublier qu'ils sont qualifiés pour les playoffs à la dernière seconde, que c'est l'équipe la plus jeune et qu'il faut pas rêver. Les gens, ils ont pas de patience, et à Montréal, si on va pas te donner de la patience, c'est bien, voilà. Et donc, de l'autre côté, je vais quand même mettre en exergue une équipe qui cartonne en ce moment, c'est les Colorado, qui sont sur 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Donc les gars, ils cartonnent vraiment. C'est l'équipe mais en plus qui quand même à maturité. C'est pas une équipe parce que même chez nous, on a toujours des feux de paille en début de saison. Il y a des équipes qui sortent du lot. Mais là, il faut bien se dire que la saison régulière, c'est 82 matchs. Donc c'est un immense marathon. Et quelque part, maintenant, ils se font tirer dessus. Donc, voilà, on va développer dans un prochain journal du hockey la semaine prochaine les Suisses, et notamment Kurachev qui a prochain petit journal de la NHL pour être précis. Voilà. C'est pour ça que quand on parlait de Berra et des joueurs suisses, Kurachev, Akira Schmidt qui a encore été exceptionnel. Et ça, c'est vraiment bien pour le hockey suisse. C'est bien pour le hockey suisse avant les Jeux Olympiques. C'est ça. Après, je dis, quelque part, si Kurachev se met à mettre des goals, ça peut être un sacré casse-tête pour Schmidt, pour Fischer. Parce que le problème, c'est que c'est souvent un joueur one-way. Il est toujours très bon. Ouais, mais c'est une deuxième Swiss Smith, un peu, Kurachev, quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Exact. Mais en fait, c'est un joueur de beau temps. Et puis, le problème, c'est qu'il a été très bon quand il a joué à Chicago avec Bédard, mais le problème, cette année-là, on leur demandait pas de gagner des matchs, on leur demandait de faire un apprentissage. Donc, back-checker, il savait pas ce que ça voulait dire, et c'est pour ça qu'il était bench-checké de Suisse. Mais en tout cas, Akira Schmidt en forme, c'est une bonne chose pour le hockey suisse, ça, je pense. Et puis, autrement, New Jersey a perdu 1-0, c'est le premier match qu'ils perdent, puis qu'ils mettent pas de goal. Et d'ailleurs, eux, ils ont un peu le même problème avec Jack Hughes qui s'est blessé pour 6 semaines. Et Hughes, au New Jersey et Nico Ishii sont très importants. Et quand on n'a pas un des deux, tu as toujours une ligue qui carbure moins bien. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Mais eux, ils sont toujours dans le haut du chapeau. Mais la grosse équipe en ce moment, c'est Colorado. Merci, Christian. Ma proposition du jour, car vous le savez, le hockey sur place, j'y arriverai jamais, hein. Le hockey sur glace, c'est bien, le hockey sur place, c'est mieux. Bull a gagné. Oui, Bull a gagné, oui. C'est vrai, 5-0. on avait parlé de Bull hier. Bon, voilà. C'est un bon résultat pour la formation guerrière. Ouais. Premier au classement. Premier au classement. Aujourd'hui, je vais vous proposer, il y a 2 rendez-vous qui sont intéressants en Suisse romande si vous n'avez pas envie d'aller voir de l'élite. Moi, je vous propose de l'élite, mais chez les jeunes, chez les U21, où Genève Futur Hockey reçoit Rapperswil Lakers.
à 19h45. Le Lausanne, le LHC Academy reçoit Fribourg-Gotteron à 20h15, et puis il y a un déplacement quand même compliqué. Encore une fois, c'est à Langnau pour le EHC Biel Spirits. Ce sont trois matchs. Mais Philippe, je sais que vous êtes des fois têtu, mais les grands, ils jouent à Bienne. Ils ne vont pas à Langnau. Vous avez déjà dit ça tout à l'heure. Les grands, oui, Ouais, Bienne, oui. Ah, j'ai dit que c'était à Langnau. Oui, c'est une erreur. Non, On peut pas jouer les deux en même temps, ça c'est sûr. Donc vous avez les juniors qui jouent à Langnau et vous avez l'élite qui joue à domicile. À domicile. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Bienne parce que généralement ils sont meilleurs à Bienne qu'à l'extérieur. Voilà, exactement. Bon ben messieurs, voilà donc voilà, on va laisser Christian conclure. Attention. Il a même plus réfléchir. Le quai. Bon, voilà. Il est un peu minimaliste, il devient minimaliste. Justement pas. Vive le hockey. Parce que on s'en fout de quel club, de quel joueur. Vive le hockey. Ouais. Ben voilà. Merci Laurent. Merci à vous. Merci Christian. Bye. Et on se retrouve lundi pour un journal du hockey, lundi sur le coup de 18h. Excellent week-end à toutes et à tous. Évidemment, à l'écoute de Hockey, la radio que vous pouvez obtenir depuis le site internet de Planète Hockey, mais également depuis le Strap, la radio, et depuis plein d'autres liens que vous pouvez retrouver sur les différents réseaux sociaux. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Bye bye. Bye bye.